Imagine-toi que le visage de Pierre, qui fixe le désert depuis des millénaires, ait déjà contemplé des plaines vertes, des pluies battantes, des cités oubliées. Imagine que le Sphinx, ce gardien muet, soit bien plus qu'un monument pharaonique, une mémoire de granit, témoin d'un monde antérieur, à toute chronologie acceptée. Car, sous sa crinière érodée, les géologues viennent de lire une signature aqueuse vieille d'au moins 50 000 ans. Une époque où, officiellement, l'humanité ne savait pas tailler la pierre. Nous avons appris qu'il fut bâti pour Khéops, mais les rainures de pluie sur son flanc révèlent des saisons tropiques disparues. Ce soir, nous suivrons ces veines d'eau fossilisées. Nous plierons les cartes d'époque impossibles. Nous écouterons les contes des bergers qui parlent d'un lion venu du ciel. Prépare-toi à franchir la faille du temps. Imagine-toi face à un lion de pierre, immobile depuis si longtemps que le sable a oublié son nom. Ses yeux vides fixent l'horizon, mais ce qu'il garde n'est pas un trésor, c'est une faille dans le temps. On t'a dit qu'il avait 4500 ans, comme les pyramides. Pourtant, ses flancs portent les larmes de pluie qui n'ont pas existé depuis 50 000 hivers. Alors, soit les hommes ont bâti bien avant qu'on ne le leur prête, soit la Terre elle-même se souvient d'une autre humanité. Ce soir, nous allons franchir la grille du récit officiel, glisser entre les dalles reléguées et laisser la pierre raconter ce que les livres ont eu. Respire lentement. Le sable est tiède encore, mais le froid de l'oubli va monter. Je marche lentement autour du socle de calcaire, doigts tendus vers les strates presque douces sous mes ongles. Là, à hauteur d'épaule, une faille minuscule s'ouvre comme une couture défaite. Elle serpente sur 2 mètres, se perd sous l'encoche du museau. Cette fissure n'est pas l'œuvre d'un sabotage moderne, ni du vent, ni du sable. Elle porte en son lit des particules de feldspathe venues de loin, des grains de quartz roulés par l'eau, exactement comme on en trouve dans les rivières du Haut-Égypte aujourd'hui, à plus de 500 km. Pourquoi ces grains-là, ici, figés depuis des temps que les manuels scolaires refusent d'ouvrir? J'interroge un gardien en galabeya ivoire. Il hausse les épaules, me répond que les vieux racontèrent que la statue avait déjà la barbe rongée quand le premier calife est arrivé. Il crache doucement dans le sable, murmure « Agus », mot arabe qui veut dire « plus ancien que la mémoire ». Son père, disait-il, avait vu sa propre grand-mère frotter les pierres pour en faire poudre contre la fièvre. Chaque génération grignote l'animal de pierre, mais personne ne sait quand il a commencé de se laisser dévorer. Dans les années 20, le service des antiquités dresse les premières cartes au millimètre. L'ingénieur français Émile Barrez y note entre 2 séances de photographie aérienne que la tête du sphinx est disproportionnée. Trop petite, trop droite, comme posée là après coup. Il griffonne en marge, possible réemploi d'un bloc plus ancien. Le cahier dort aux archives du Caire, classé sans importance. Quand je le consulte, le papier sent l'encre et le moisi. La phrase me fait frissonner plus sûrement que toute théorie martelée sur les plateaux télé. Un homme, il y a 100 ans, a déjà flairé l'anomalie, mais la machine académique a referré la porte. On nous enseigne que Khéops, dynastie 4, règne durant 23 ans, qu'il érige la grande pyramide puis, entre 2 campagnes de cuivre au Sinaï, commande le sphinx pour garder sa nécropole. Le calendrier paraît si net, 2550 avant notre ère, point final. Pourtant, aucun texte contemporain de l'époque ne mentionne le lion de pierre. Aucun. Ni sur les parois de la pyramide, ni dans les mastabas voisines, ni sur les stèles dédiées au roi. Le silence est vertigineux. Imaginez Notre-Dame de Paris absente de tout écrit parisien pendant 3 siècles. L'incohérence sauterait aux yeux. Le premier à écrire le nom du sphinx est un prince New Kingdom, Thutmose IV, 1400 ans plus tard. Il raconte qu'il s'endort à l'ombre de la statue et que le monument lui parle, se plaignant d'être englouti par le sable. Le prince fait dégager la bête, grave la stèle entre ses pattes et se voit promettre la couronne. Belle histoire de propagande royale, dira-t-on. Mais pourquoi fallait-il que le lion soit déjà là, enfoui, attendant quelqu'un pour le réveiller? Je fouille les rapports de l'égyptologue Mark Lehner. Ces années où il traçait au cordeau chaque bloc du plateau. Il note, dossier 1980,
que la tranchée de drainage autour du sphinx creusée par les Romains suit un fossé plus ancien, à parois lisses, à angles réguliers, comme taillés à la scie. Or, les Romains n'avaient pas de scie capable de trancher le calcaire mou du plateau sur 6 mètres de profondeur. L'outil laisse une signature linéaire, sans à-coups de marteau, sans rainure de doloir, qui, avant eux, possédait une technologie que nous ne leur connaissons pas. Dans la bibliothèque du Caire, un traité de 1926 évoque la découverte sous la salle hypostyle du temple du Sphinx d'un puits bouché contenant des fragments de céramique rouge brûlée typiques du Nagadien, culture pré-pharaonique datée de 4000 ans plus tôt que Khéops. Les fragments furent catalogués, oubliés, égarés pendant la Seconde Guerre. J'ai retrouvé la photo. Tessons empilés, inscriptions absentes, mais formes carénées identiques à celles d'Abydos. Si ces débris sont bien antérieurs à la 4e dynastie, ils prouvent une présence humaine sur le site bien avant le plan officiel. Un soir, je m'assieds sur le muret de granit usé qui borde le temple. Le gardien nocturne allume une clope au kérosène, me propose du thé noir. Il me raconte que, chaque année, après la première pluie, ces averses rares qui durent 13 minutes, l'eau s'infiltre entre les dalles et ressort, limpide, du puits dit du Sphinx. L'eau, dit-il, vient de très loin, peut-être d'avant les montagnes. Je souris, puis je pense aux études isotopiques. Les nappes fossiles du Sahara datent bien d'avant le dernier maximum glaciaire. L'homme sans diplôme tient, dans sa tasse ébréchée, une intuition que les laboratoires confirment à coups de spectromètre. Le récit officiel s'effrite aussi dans la bouche des guides touristiques. Un jeune Égyptien, diplômé d'histoire anglaise, m'avoue entre 2 groupes de Japonais. On nous forme à réciter Khéops l'a bâti. Mais quand on pose des questions sur les rainures d'eau, on nous répond « ne complique pas, les visiteurs veulent une date claire ». Il soupire, regarde le sable, murmure. Parfois, je me dis que nous sommes les derniers à savoir que nous ne savons pas. Je reviens à la faille, doigt glissé dans l'interstice. Le vent nocturne apporte l'odeur saline du delta. 150 km plus au nord. Cette même brise, chargée d'iode, devait lécher la pierre quand la plaine était verte. Les spéléologues parlent d'érosion différentielle. La tête, dure, calcaire de qualité, résiste. Le corps, tendre, se vide, s'effondre. Mais la tête elle-même porte des traces, des couches horizontales, comme si l'eau l'avait longtemps baignée jusqu'au cou. Dans les cartons de l'université de Leyde, j'ai découvert les carnets d'un ingénieur hollandais, L. van der Broek, venu en 1887 pour étudier le canal de Suez. Il s'égarera 3 jours au plateau de Gizeh. Il note « Le colosse animal semble taillé d'un seul bloc, mais la jonction tête-torse montre un retrait, un joint de reprise. Il est probable que la tête ait été refaite, réduite après l'érosion du corps. » Dessin à l'appui, profil superposé d'un lion à crinière, puis d'un visage pharaonique coiffé d'une messe. L'hypothèse reste au clair. Les anciens ont sculpté un nouveau visage sur une bête plus ancienne, par souci de légitimité politique. Pourquoi réduire la tête ? Pour que l'ensemble paraisse humain, royal, divin. Mais en réduisant, ils ont trahi l'échelle originelle. Les proportions du corps, allongées, basses, typiques d'un lion couché, ne correspondent plus à la tête, trop petite, trop haute. C'est le même procédé qu'un enfant qui colle une photo de son visage sur un dessin de dinosaure. On reconnaît le stratagème au décalage du cou. Alors, quand fut taillé le premier bloc ? La géologie répond. Il a fallu que le plateau soit assez humide pour que l'érosion verticale creuse des sillons de 2 mètres de profondeur sur les flancs. Le climatologue préhistorien cite la période 12 000-10 000 avant J.C., lorsque les pluies de mousson balayèrent le Sahara. 50 siècles de pluies torrentielles, cela suffit à transformer une carrière naturelle en sculpture. Ensuite, le climat se tarit, la statue reste, les hommes arrivent, la recouvrent de leur imaginaire. Dans les récits de Platon, Critias évoque l'Atlantide engloutie 9000 ans avant son époque. Additionnons 2400 ans, plus 9000, 11 400 avant nous. Cela tombe pile dans la fenêtre climatique humide. Les Grecs ne connaissaient pas le Sphinx, mais ils connaissaient des récits d'un lion géant gardien de l'âge perdu.
Coïncidence ou mémoire fragmentée d'un même événement? Je sens la porte du récit se fendre sous mes doigts. Les dalles du temple, alignées comme des pages de granit, s'écartent. Sous mes pas, le sol résonne. Le vide est là, tapissé de sable noir, de tessons, de foyers préhistoriques. Le récit officiel s'effrite grain par grain, exactement comme la pierre que le vent soulève chaque nuit. Et plus il s'effrite, plus la silhouette du lion se détache, immense, indépendante, antérieure à tout cartouche royal. Je lève les yeux. Les étoiles se sont mises à palpiter, comme des lucioles piégées dans du gypse. L'une d'elles, directement au-dessus du sphinx, semble clignoter plus vite. Les anciens appelaient en cette étoile le cœur du lion. Aujourd'hui, on la nomme Régulus. Elle culmine à l'horizon est, le 21 mars, jour d'équinoxe, quand le soleil se lève en face du monument. Cette conjonction, calculée à l'envers, remonte à 10 500 avant notre ère. Dans la brume de poussière, j'entends presque la respiration de la bête. Elle ne dort pas, elle attend. Elle sait que chaque génération humaine apporte sa couche de mensonge, sa couche de vérité, et que le temps, lui, gratte la première plus vite que la seconde. Le récit officiel s'effrite, oui, mais derrière lui se dresse une autre histoire, plus ancienne, plus massive, plus silencieuse. Une histoire que la pierre n'a jamais cessé de raconter à qui accepte de s'asseoir, de fermer les guides, de tendre l'oreille. Je recule d'un pas. Le temple semble s'élargir, les murs s'éloigner. L'espace se déforme, comme si le sol basculait vers un passé plus lourd que le présent. Le cœur me bat trop vite, je respire, j'attrape mon carnet, j'écris. Premier constat, le récit s'effrite plus vite que la pierre. Deuxième constat, sous la poussière scolaire, il y a une trame plus ancienne. Troisième constat, nous ne sommes pas au début de l'histoire, mais au milieu d'un chapitre dont les pages précédentes ont été arrachées. Je referme le carnet. Le gardien éteint sa cigarette, me regarde, sourit. Il dit simplement « Demain, quand le soleil reviendra, tu verras d'autres fissures. Elles ne se voient qu'au moment où tu es prêt. » Il tourne les talons, disparaît dans l'ombre. Je reste seul avec le lion. Le vent souffle, emporte les grains, laisse la faille un peu plus large qu'au début de la nuit. Le récit officiel s'effrite, et moi, je comprends que je ne suis qu'un grain de plus, mais peut-être celui qui, en tombant, fera basculer l'édifice. Je m'agenouille, dans la poussière, le front à hauteur de l'épaule du lion, et mes doigts effleurent la pierre comme on touche une joue après un long exil. Le granit est tiède encore, mais il me semble palpiter, comme si le cœur de la bête battait sous l'écorce minérale. Je n'ai pas besoin de lampe. La lune est assez vive pour faire luire chaque rainure, chaque entaille, chaque larme. Et ce sont bien des larmes que je vois, des sillons irréguliers qui descendent du cou jusqu'à la base enfouie, des veines d'une érosion si douce qu'elle ressemble à un sang figé. Le vent du désert s'est tu. Il ne reste que le souffle ancien de l'eau. Je me souviens du premier géologue qui m'avait mis en garde. Sur le plateau de Gizeh, la pierre ment rarement, mais les hommes trafiquent en ces dates. Il avait tapoté la carte stratigraphique comme on console un enfant. Puis il avait désigné le flanc du sphinx. Regarde ces cannelures. Elles ne sont pas nées du sable. Elles ont été bercées par des pluies torrentielles. Or, le dernier épisode humide ici remonte à bien avant le 5e millénaire avant notre ère. J'avais ri. À l'époque, j'avais besoin de rire, car admettre la chronologie qu'il évoquait revenait à arracher d'un seul coup toutes les pages de mes manuels d'archéologie. Puis j'étais revenu, année après année, chaque fois avec un calepin plus neuf et des questions plus lourdes. Et à chaque visite, la pierre me montrait la même vérité. Elle avait pleuré sous des nuées que nos ancêtres n'ont jamais connues. Ce soir, j'ai apporté une règle en bois, une ficelle, un petit marteau de géologue et surtout un flacon d'eau de pluie ramassé dans le Jebel al-Ain, là où le Nil disparaît sous les galets. Je verse quelques gouttes sur la surface verticale, juste au-dessus de l'encoche centrale. L'eau s'étale en moins d'1 seconde, pénétrant la micro-fissuration comme si elle rentrait chez elle. Le granit, altéré par des millénaires de sel et de chaleur, boit le liquide avec une avidité presque douloureuse.
Je referme le flacon, je recule d'un pas. La tache sombre forme un profil, un visage félin ébauché par l'humidité. C'est le même dessin que j'ai aperçu sur les photos satellites prises après l'averse exceptionnelle de 2015. Des lignatures de parallèles qui n'appartiennent ni aux outils de cuivre, ni aux durées de calcaire, mais aux cataractes d'un ciel oublié. Je remonte vers le dos du monstre, là où les touristes ne sont pas autorisés. L'escalade est aisée. Les couches de la mascarade érodée offrent des prises douces, presque vivantes. Dès que j'atteigne la crête, je m'allonge sur le ventre, la joue contre la pierre. Je tends l'oreille. On prétend que le silence du désert est total. C'est un mensonge. Sous mes tempes, j'entends un grondement sourd, un froissement minéral, le même bruit qu'une vague qui retire sur galet. C'est le souvenir de l'eau qui coulait jadis sur cette pente, une mémoire acoustique emprisonnée dans la matière. Les physiciens appellent ça le phénomène d'écho de contrainte. Les cristaux de quartz, soumis à des variations de pression, restituent en vibration la chronologie des agressions qu'ils ont subies. Le sphinx gémit donc sa propre enfance mouillée. Et moi, je reçois le chant. Au sommet, la vue est dégagée jusqu'aux lumières du Caire. Je sors ma lampe frontale, la braque sur la pierre à quelques centimètres de mon visage. Là, dans le faisceau, apparaît un réseau de micro-chenaux, des entailles en forme de virgule, toutes orientées du sud-ouest vers le nord-est, exactement la trajectoire des orages qui, aujourd'hui encore, déferlent du Sahara vers la mer Méditerranée. Ces orages, les climatologues les datent, ils étaient fréquents entre 15 000 et 50 000 ans avant nous, période où le plateau de Gizeh ressemblait plus à une savane qu'à un champ de dunes. J'appuie mon doigt sur un de ces petits canaux. Il mesure 3 mm de profondeur, 2 cm de long, son fond est lisse, poli, comme du marbre caressé par des siècles de ruissellement. Impossible de sculpter une telle finesse avec un dolerite ou un cuivre. Seule l'eau, tombée en cataractes répétées, possède cette patience. Je descends lentement, je contourne la tête colossale, j'atteins la fosse de l'édicule entre les pattes. Là, les parois sont plus tendres, calcaires à l'origine, recouverts d'un enduit de durci gréso-calcaire posé à l'époque tinnite, soit 5000 ans plus tard que la structure principale. J'humecte à nouveau la pierre. Cette fois, l'eau glisse, se collecte en perles, mais ne s'infiltre pas. Le traitement ancien a saturé les pores. C'est la preuve qu'on a restauré, qu'on a masqué. Pourquoi ? Pour cacher l'érosion originelle, celle qui racontait une autre histoire. J'effleure la jointure. Au ras de l'enduit, le granit apparaît brut, raviné, comme une peau qu'on aurait arrachée à un vieillard pour la remplacer par celle d'un cadavre plus jeune. Le contraste est saisissant. D'un côté, la pierre lisse et rebelle du maquillage dynastique. De l'autre, la chair rainurée du gardien primordial. Je m'assieds, j'ouvre mon carnet, je dessine. Je reproduis chaque courbe, chaque interligne de ces cannelures. En les reliant, j'obtiens une rose des vents déformés. L'est y est décalé de 12 degrés par rapport au lever actuel du Soleil. C'est le même décalage que les astronomes calculent pour l'âge de la constellation du Lion, il y a environ 11 000 ans, quand le vernal point se plaçait entre les jambes du sphinx céleste. Coïncidence ? Je n'y crois pas. La pierre porte en elle la mémoire non seulement des pluies, mais aussi des étoiles. Elle a été taillée, non pas seulement pour ressembler à un lion, mais pour synchroniser sa silhouette avec le firmament d'une époque où les hommes étaient encore des chasseurs de gazelles sur un delta verdoyant. Une chauve-souris s'échappe d'une fissure, me frôle la tempe. Je sursaute, puis je ris de ma propre peur. Le ciel s'est couvert d'une voile translucide. Quelques nuages hauts, légers, mais porteurs d'une odeur de pluie lointaine. Je referme mon calepin, je range mon marteau. Il est temps de mesurer. J'agrippe ma ficelle, l'enroule autour d'un saillant du museau, la laisse descendre jusqu'au sol. 6,75 m. Puis je la déplace vers l'arrière, là où l'érosion est la plus profonde. 6,40 m. 35 cm de différence, autant de pierres emportées. Les ingénieurs estiment la vitesse d'usure du granit exposé à un climat tempéré humide à 1 mm par siècle,
35 cm, cela donne 35 000 ans. Je ne prétends pas que le monument soit aussi vieux que sa perte de masse. Je dis simplement que la trace des eaux commence bien avant la dynastie Tinnite, bien avant la première pyramide, bien avant qu'on invente l'agriculture au Proche-Orient. Je relève la tête. La lune a glissé. Son disque est coupé par l'oreille saute du lion. L'ombre projetée tombe exactement sur l'emplacement où les archéologues ont trouvé, en 1925, une fosse aux 100 amphores brisées, contenant des offrandes datées du Nouvel Empire. Ils s'étaient extasiés. Voici la preuve que le sphinx était déjà vénéré sous Toutmosis. Ils n'avaient en fait pas vu que la fosse était creusée dans une couche d'érosion antérieure, que les vases reposaient eux-mêmes sur un sol déjà rainuré. Les hommes prient les dieux qu'ils inventent, mais ils ne comprennent pas la prière que la pierre murmure depuis plus longtemps que leurs rêves. Je redescends vers l'entrée du tunnel, dissimulé derrière une dalle remise en place par les services des antiquités. Le gardien du site m'a confié la clé en échange de 2 paquets de cigarettes et d'un billet froissé. Fais attention, il paraît qu'il y a des fantômes d'eau là-dedans, m'a-t-il murmuré en détournant le regard. J'ai souri, mais je sens mes jambes se dérober lorsque la porte de fer grince. L'air qui s'échappe est frais, humide, avec cette même senteur de grotte que j'ai connue en Bretagne, près des alignements de Carnac. Je rallume ma lampe, j'avance. Les parois ici sont nues, sans enduit, sans restauration. Les rainures sont plus larges, plus profondes. Elles descendent en vagues concentriques, comme des anneaux laissés par un lac qui se retire. Je pose ma main. La pierre est glacée, presque douce, polie par un courant ancien. Une rivière souterraine? Une crue du Nil remontant jusqu'au cœur du plateau? Ou bien la pluie, infiltrée, accumulée, ruisselée pendant des millénaires, sculptant l'intérieur comme elle a sculpté l'extérieur. Je m'arrête à 5 mètres sous le niveau du sol, là où le plafond s'effondre en une poche arrondie. Au centre, une concrétion pend, formée goutte après goutte, comme une stalactite. Je la touche. Elle est humide. L'eau coule encore, lentement, à peine un filament, mais elle coule. Cette goutte, née aujourd'hui, porte en elle la mémoire des pluies d'il y a 50 000 ans. Distillée à travers les strates, purifiée, concentrée, rendue à nouveau liquide. Je la recueille dans un petit tube en verre, je le referme. Ce sera ma preuve, mon talisman, ma goutte de temps hors la loi. Quand je ressortirai, je la confierai à un laboratoire isotopique. On me dira que l'oxygène 18 qu'elle contient correspond à un climat tropical ancien. Je le sais déjà, car je l'ai entendu dans le souffle du sphinx, dans le grondement de sa pierre, dans la caresse de ses veines aqueuses. Je remonte. L'aube n'est pas loin, le ciel s'éclaircit à l'est. Le lion me regarde, immobile, mais je sens qu'il me remercie. Je n'ai pas arraché son secret. Je n'ai fait que lire les lignes de sa main géante. Je pose ma paume sur le front érodé. Je murmure. Je reviendrai quand les pluies reviendront. Je sais que ce jour-là, l'eau retrouvera ses mêmes chemins. Elle rouvrira les cannelures. Elle polira les angles. Elle poursuivra l'œuvre commencée avant que nous ne nous appelions hommes. Le sphinx n'est pas une statue. C'est un chronomètre de granit, un sablier à l'échelle du monde. Chaque goutte qui glisse sur sa face retourne un grain de temps, et le compte n'est pas près de s'arrêter. Les doigts de la bibliothécaire tremblaient quand elle m'a glissé la liasse sous le comptoir, comme si nous échangions de la contrebande. C'était à Alexandrie, dans la salle des manuscrits rares, entre 2 rayonnages qui sentent l'acide formique et le papier mourant. Elle n'a pas parlé. Elle a simplement ouvert le dossier marqué « Carte Piri, interdit au public ». J'ai vu jaillir un continent dessiné en rouge, avec des rivages que je n'avais jamais vus. Pas l'Afrique, pas l'Amérique, mais une terre lisse, sans fracture, centrée sur l'Atlantique. Au-dessus, une calligraphie ottomane, dessinée, d'après les sources d'antan, 1513. Mon pouls s'est mis à tambouriner dans mes tempes. Si cette carte était fidèle, quelqu'un avait survolé la planète avant que la dorsale médio-atlantique ne soit cartographiée, avant même que Colomb ne parte. J'ai feuilleté plus vite. Là, dans l'angle sud-est, le delta du Nil apparaît avec une telle précision qu'on distingue le bras canopique aujourd'hui englouti. Au centre, le sphinx est représenté
vue du ciel. Pas de face, pas de profil, du ciel. Un petit carré noir à côté porte la mention « Fulan », mot que je n'ai pas su lire sur le moment. Plus loin, une ligne de points relie Gizeh à une île au milieu de l'océan, comme un itinéraire maritime ou aérien. J'ai refermé l'alias, le cœur battant si fort que la gardienne a dû entendre le papier frémir. Elle m'a seulement dit « Tu n'as rien vu ». Mais j'avais tout vu. Le lendemain, j'ai couru jusqu'au port. Un vieux capitaine de dragage, Mohamed, boit son thé sur le quai en réparant des filets. Je lui montre la photocopie que j'ai réussi à cacher dans ma ceinture. Il écarquille les yeux, crache dans le bras de mer et me dit « Ce tracé, je l'ai déjà croisé ». Il me raconte qu'en 1976, en draguant Devour, El Alamein, ils ont remonté un morceau de cuivre rouge, grand comme une porte, avec des trous percés au laser. Sur la plaque, gravée à l'acide, des coordonnées, latitude 30 degrés 9 minutes, longitude 30 et 1 degré 8 minutes, pile au-dessus du Sphinx. Le chef de chantier avait prétexté une pièce de radar soviétique et avait fait fondre le métal. Mohamed, lui, avait gardé un fragment. Il me le donne, je le tiens dans ma paume. Il est léger, sans corrosion, avec une densité impossible. Je prends le train pour le Caire, le cuivre dans ma poche comme un charme. Dans le compartiment, un vieux monsieur aux lunettes rondes me regarde, me tend un mouchoir brodé. « Tu saignes du nez, je n'avais pas senti. » Il me demande où je vais. Je bredouille, Gizeh. Il sourit, révèle qu'il est cartographe à l'Institut géographique militaire à la retraite. Alors je sors la photocopie. Il pâlit, regarde le couloir, baisse la voix. « Tu sais ce que c'est ? C'est la carte de Piri Reis, mais pas la version qu'on montre aux écoles. Celle-là est complète. » Il m'explique qu'on en a toujours caviardé la moitié. La section qui montre l'Antarctique sans glace, la côte occidentale de l'Afrique jusqu'au golfe de Guinée. Et surtout, un réseau de lignes droites qui relient des points sacrés. Stonehenge, Tiahuanaco, Gizeh, une île au large du Japon, et le Sphinx. Il sort de sa serviette un fac-similé classé confidentiel, daté 1958, annoté par un colonel américain. Les lignes forment un quadrillage précis, avec des angles de 33 degrés, comme si quelqu'un avait jeté une énorme règle sur le globe. Le colonel avait écrit « Réseau tellurique ancien, utilisable pour navigation sans instrument ». Puis, en marge, source, tablette, très vieille, récupérée à Fo, Istanbul, 1929. Le vieux plie la feuille, me laisse la photocopie. « Ne perds pas ça, dit-il. Et surtout, ne dors pas près du Sphinx quand la lune est pleine. Les lignes s'activent. » Il descend à la prochaine gare, disparaît dans la foule. À mon arrivée au plateau, je retrouve mon gardien favori, Ahmad. Il me voit blême, me conduit derrière le temple, allume un feu de néon dans une boîte de conserve. J'étale la carte. Il ne lit pas l'ottoman, mais il reconnaît les formes. Il me dit que son grand-père, chamelier, possédait un parchemin semblable, hérité d'un aïeux bédouin. Sur ce parchemin, tracé à l'encre de suie, une série de points reliés par des courbes. Le nom du dessin, Tariq al-Assad, l'abreuvoir du lion. Il affirme que ces points sont des puits cachés dans le désert, tous visibles en ligne droite depuis la tête du Sphinx. Il m'en emmène voir un, à 3 km au sud de l'ouest. Nous partons à l'aube, chameau grognon, sac de dattes. Après 2 heures de marche dans la poussière rose, nous atteignons un monticule couvert de tessons. Ahmad gratte le sable, révèle une dalle de granit poli, percée d'un trou carré. Il introduit une corde, tâte, fait signe que c'est profond. Je descends. À 6 mètres, une plateforme. Mes pieds heurtent une surface de cuivre, la même teinte que le fragment du port. Je m'agenouille. Il y a une carte incrustée, ligne de laiton formant les continents. Mais l'Amérique du Sud est collée à l'Afrique comme dans les cartes de Wegener avant la dérive. Au centre, un point rouge, Gizeh. Autour, des symboles. Un lion couché, un oiseau à tête humaine, un cercle strié. Je prends des photos, remonte, essoufflé. Ahmad me regarde. Tu vois, la Terre était unie. Le Sphinx l'a vu. Le soir, je rentre bredouille de preuves, mais lourd de questions. Dans ma chambre d'hôtel crasseuse, j'aligne sur le lit mes fragments. La photocopie, le cuivre, les photos du puits.
Je connecte les points à la règle, comme au collège. Le trait part du sphinx, file droit sud-ouest jusqu'au puits, puis bifurque 33 degrés vers l'ouest, rejoint un autre point que j'identifie sur Google Earth. C'est l'oasis de Siwa, là où Alexandre se fit proclamer fils d'Amon. De Siwa, la ligne remonte jusqu'à Alexandrie, coupe le delta, plonge dans la Méditerranée, ressort à Malte, traverse l'Italique, aboutit à la Bretagne, Stonehenge, un itinéraire d'eau et de pierre, comme un chemin de cérémonie. Je n'en dors pas. À 3 heures du matin, je descends dans le hall, demande un café au Nubien de la réception. Il me sert, regarde mes feuilles, pâlit. Il me dit que son père, pêcheur sur le lac Nasser, avait trouvé, enfoui dans la vase, une sphère de granit avec le même motif de lion couché. Il l'avait rapportée. La nuit suivante, il avait fait le rêve d'un grand chat qui lui ordonnait de remettre la boussole à sa place. Le lendemain, la sphère avait disparu. Le Nubien me prend la main. Ne suis pas la ligne. Elle te mènera au milieu du cercle, là où le temps se replie. Mais je suis déjà accroché. J'embarque pour Assouan, loue un felouk, traverse le Nil jusqu'au village de Philae. Là, un vieux scribe copte me montre un manuscrit araméen, copié au 7e siècle, qui parle de hommes-oiseaux venus d'Occident, porteurs de cartes en cuir de baleine. Ces cartes montraient la terre comme une fleur à 4 pétales et indiquaient que le cœur de la fleur est le gardien de pierre. Le gardien, c'est le sphinx, les pétales, les 4 directions. Le scribe me laisse copier la ligne qui relie le cœur à la côte ouest d'Afrique. Elle passe exactement par le puits, à cuivre que j'ai visité. Je retourne au Caire, file à la citadelle, gravis la tour de Saladin. De là-haut, le plateau de Gizeh est un tapis doré. J'imagine les lignes invisibles qui quadrillent le sol, comme des veines de marbre sous la peau du désert. Je sors mon compas, fais pivoter la pointe sur le sphinx, trace un cercle de 50 km de rayon. Il croise le Fayoum, le Wadi Natroun, le delta, la mer. Chaque intersection coïncide avec un site antique majeur. Awara, Saqqara, Héliopolis, la branche canopique du Nil. Un réseau géométrique tracé avant que l'Égypte n'ait des frontières. Dans les archives ottomanes numérisées, je tombe sur une lettre de 1836. Un ingénieur français, J. Mimo, signale au pacha avoir découvert, sous le sable du plateau, une dalle de basalte gravée d'un plan en projection stéréographique. Le pacha ordonne de reboucher le trou pour ne pas effrayer les fellahs. Mimo garde une estampe. Je la trouve floutée dans un lot vendu aux enchères à Paris. En la nettoyant numériquement, je distingue le profil du sphinx vu du zénith, entouré de cercles concentriques gradués en degrés anciens. 72 divisions, comme les 72 noms d'Osiris. 72, c'est aussi le nombre de pieds entre la patte avant droite et la patte arrière gauche du sphinx, mesuré par le géodésien Caviglia en 1817. 72, c'est le nombre de villages que comptait le nome de Memphis à l'époque ptolémaïque. 72, c'est le nombre de milliers d'années que certains textes hermétiques donnent à l'âge du lion. Je commence à frissonner. La carte n'était pas seulement une carte, c'était un cadran temporel. Je retourne une dernière fois sur le plateau, la nuit du solstice d'été. J'amène Ahmad, un thé, une boussole. Nous nous plaçons entre les pattes. À minuit, la lune est au zénith, exactement au-dessus du crâne. Son ombre dessine un croissant qui recouvre le visage, comme un masque funéraire. Je sors la carte, je l'aligne sur la ligne, nord-sud. La boussole vibre, l'aiguille tourne, s'arrête. 33 degrés ouest du nord. Exactement l'angle que j'avais noté sur le fac-similé militaire. Ahmad murmure, la porte s'ouvre. On n'entend aucun grincement, mais le sol semble glisser sous nos pieds, comme si le désert respirait. Je plie la carte, la range. Je comprends que je ne suis qu'un enfant qui tient un bout de ficelle, l'extrémité d'un réseau dont les nœuds s'enfoncent dans l'ombre des âges. Les cartes que l'on n'aurait jamais dû voir ne sont pas des mensonges. Elles sont des souvenirs. Des souvenirs d'un temps où la terre était mesurée par ceux qui savaient que le lion veille,
que la pierre garde et que le sable, tôt ou tard, rend ses secrets à qui sait lire les lignes qu'il recouvre. Je ferme les yeux et j'écoute. Le vent s'est tu, mais la pierre chante. Elle gronde un nom qui n'est pas celui des pharaons, un nom plus ancien que les hiéroglyphes, plus profond que le Nil. Les bergers du Wadi el-Hol l'appellent Abu el-Hol, le père de la terreur. Ils disent qu'il ne dort jamais, qu'il tourne la tête quand la lune est pleine, qu'il regarde vers l'est, là où naquit le lion céleste. J'ai ri la première fois, puis j'ai passé la nuit ici, seul, la tête posée contre sa patte, et j'ai entendu le même souffle, un ronronnement de bête immense, un grondement qui ne sort pas de la gorge mais de la roche elle-même. Ce n'est pas une statue, c'est un gardien, et il se souvient. Dans les villages de la vallée, on raconte que le sphinx fut sculpté pour chasser les démons du sable, qu'il y a si longtemps que les étoiles avaient d'autres noms, un peuple de pasteurs vivait ici, sous des tentes en peau de girafe. Ils avaient vu descendre du ciel une masse de feu, un lion de lumière qui s'écrasa sur la butte de calcaire. Il ne brûla pas, il ne creusa pas de cratère. Il s'allongea, devint pierre et ferma les yeux. Les anciens dirent que la bête dormait, qu'elle gardait la porte entre deux mondes. Alors, ils l'ont nourrie de champs, de lait de chamelle, de sang de taureau. Ils ont taillé autour d'elle un temple de roseaux et de boue. Et chaque année, quand la constellation du lion se levait au moment du solstice, ils dansaient jusqu'à ce que le sable cache leurs pieds. Le rituel dura 1000 ans. Puis le climat changea. Les pluies s'enfuirent, les hommes partirent. Le temple s'effondra. Le lion resta. Il ne dort pas. Il attend. J'ai recueilli cette histoire dans la maison d'une femme aveugle, 110 ans, à Nazla-Tel-Sema. Elle m'a tenu la main, elle a murmuré. Mon arrière-grand-père a vu les prêtres sceller une porte sous la patte avant que les Britanniques n'arrivent. Ils ont lu une inscription « Quand le lion rouvrira l'œil, le fleuve redeviendra vert ». Elle a souri, elle a tapoté mes doigts, comme pour lire ma peur. Je suis retourné sur le plateau, j'ai creusé avec une cuillère de poche, juste assez pour glisser une lampe. J'ai vu la porte, granit noir, sans joint, sans poignée. Elle est là. Elle n'est pas dans les guides, elle n'est pas dans les livres, elle est dans la mémoire des bergers, qui ne savent pas lire mais savent compter les étoiles. Les Grecs l'ont appelée sphinx, mais ils ignoraient pourquoi. Ils ont emprunté le mot aux Égyptiens, qui eux-mêmes l'ont hérité d'un terme plus ancien, SSP Enk, l'image vivante. Image de quoi? De qui? Le hiéroglyphe ne le dit pas. Il parle d'un bas qui circule entre le monde des hommes et le monde des dieux, d'un esprit qui prend forme de lion pour protéger un secret. Le secret n'est pas dans la tombe, il est dans la forme. Le lion est la mémoire d'un âge où les hommes craignaient la nature plus que leur roi. Quand le Nil débordait, on ne disait pas « le pharaon est furieux », on disait « le lion a soif ». Quand le sable avançait, on ne disait pas « les ennemis arrivent », on disait « le lion bâille ». Le lion était le langage de la peur, et la peur était la sagesse. Je marche le long de la corniche nord, là où la tête se détache du ciel. Chaque soir, un corbeau vient se poser sur l'oreille droite. Il attend que je parte. Il sait que je reviendrai. Il sait que je cherche. Un soir, j'ai grimpé jusqu'au crâne. J'ai posé ma paume sur l'os de pierre. Le corbeau m'a regardé. Il a tourné la tête. Il a croassé 3 fois. J'ai senti la vibration, un frisson régulier, comme un cœur qui bat une fois toutes les 30 secondes. J'ai mesuré. La fréquence correspond à la pulsation d'un cœur de félin adulte en léthargie. J'ai souri, j'ai pleuré. Le lion vit. Il ne respire pas. Il raisonne. Il ne pense pas. Il garde. Il ne parle pas. Il rappelle. Dans les textes de Saqqara, on trouve une mention. Le gardien dit ou nous dort sous le sable, mais son œil est ouvert. Et une, c'est Héliopolis, la ville du soleil, à 15 km. Le texte ajoute « Quand le fleuve remontera vers l'étoile, le gardien se lèvera ». J'ai calculé. Le Nil, en crue maximale, atteint un angle de déclinaison qui, projeté sur la voûte céleste, pointe vers Régulus, l'étoile du cœur du lion. Cela ne s'est produit qu'une fois dans l'histoire connue, en 10 500 avant notre ère. Le texte date de 2200 avant notre ère.
Qui a transmis la mémoire d'un événement astronomique survenu 8000 ans plus tôt? Le gardien. Le gardien qui ne dort pas. Le gardien qui est là, couché, pour que l'on n'oublie pas que le ciel et la terre ont déjà été en guerre, et que le lion a été le seul à ne pas fuir. Je descends vers la patte ouest, là où les touristes ne vont plus depuis qu'un éboulement a découvert une faille. J'y ai trouvé une stèle brisée, inversée, utilisée comme bloc de remploi. L'inscription est effacée, mais on lit encore « Temps du lion, porte fermée, au revenu ». Je l'ai photographié, je l'ai recopié, je l'ai caché sous mon manteau. Le gardien du site m'a vu, il a détourné les yeux. Il sait, tout le monde sait, ici. On ne parle pas au dehors. On parle la nuit, quand les bus sont partis, quand les guides dorment. On parle bas, on parle en rond. On dit « le lion nous regarde ». On dit « le lion se souvient de ce que nous avons oublié ». On dit « le lion attend que nous redevenions dignes de sa mémoire ». Un vieux fellah m'a emmené dans sa maison de boue. Il a allumé une lampe à huile, il a sorti un rouleau de cuir. Il l'a déplié. Des étoiles, des lignes, un lion couché, une main levée. Il a dit « c'est la carte, je n'ai pas compris ». Il a répété « la carte du temps avant le temps ». Il a montré la patte du lion. Il a montré une trappe. Il a montré un couloir qui descend vers une porte en forme d'œil. Il a murmuré « quand l'œil s'ouvre, l'eau revient. Quand l'eau revient, le lion se lève. Quand le lion se lève, le monde change. » Il a brûlé la carte. Il a soufflé la cendre sur mon front. Il a dit « tu n'as pas vu. Tu as compris, c'est pire. » Je suis revenu, nuit après nuit. J'ai creusé avec mes mains, avec une cuillère, avec une barre de fer. J'ai trouvé la trappe. Elle était là, sous 50 cm de sable compact. Elle est en granodiorite, incisée d'un œil sans paupières. J'ai posé ma main dessus, elle était tiède. J'ai senti le battement, plus fort, plus rapide. Le lion savait que j'étais là. Il ne m'a pas arrêté, il ne m'a pas aidé. Il m'a laissé faire, parce que le gardien ne parle pas. Il laisse parler ceux qui ont le courage de regarder en arrière sans se voiler le visage. J'ai soulevé la trappe d'1 centimètre. Un souffle d'air froid m'a frappé le visage. Il sentait l'océan. L'océan qui n'est plus là. L'océan qui reviendra peut-être. J'ai refermé. Je n'étais pas prêt. Personne n'est prêt. Le mythe n'est pas un conte. Le mythe est un contrat. Un contrat entre la terre et le ciel, signé par le lion. Et nous ne sommes que les témoins, pas les signataires. Je marpe vers l'est, le long de la crête où le soleil va naître. Le corbeau m'attend. Il a déplacé son perchoir. Il est maintenant sur la nuque du lion, juste au-dessus de la cicatrice, où la tête a été raccordée au corps. Il me regarde. Il tourne la tête vers l'horizon. Je fais comme lui. Là-bas, derrière la couche de pollution, derrière les lumières de la ville, derrière le voile de poussière, il y a une étoile qui clignote. Elle est seule, elle est fixe, elle est rouge, elle est l'œil. Le lion l'a ouvert. Il ne le refermera pas. Le mythe ne parle pas de passé. Le mythe parle d'un futur qui a déjà eu lieu. Et nous sommes là, plantés dans le sable, à écouter la pierre, raconter ce que nous n'avons pas encore vécu. Je frappe du poing sur la table du laboratoire, faisant trembler les tubes à essai. Le technicien en blouse blanche sursaute, renverse une goutte de scintillant liquide radioactif sur sa manche. Il me regarde avec des yeux ronds, comme si j'étais devenu fou. Peut-être que je le suis, car les chiffres qu'il vient de me montrer défient toute logique. L'échantillon de calcaire prélevé dans la fosse du Sphinx, juste sous la patte droite, affiche une activité isotopique qui correspond à 70 000 ans. 70, pas 5, pas 10, 70. Je sens le sol se dérober sous mes semelles. Je m'accoude au comptoir, respire à fond l'odeur âcre d'acétone et de terre broyée. Le labo est situé sous la citadelle du Caire, dans un bunker de béton construit par les Anglais en 1942 pour protéger les archives militaires. Les mètres de béton au-dessus de nous bloquent les signaux GPS, les ondes radio et surtout la lumière du jour. Ici, le temps n'est plus mesuré par le soleil, mais par le cliquetis des désintégrations atomiques. Chaque seconde, un noyau de carbone 14 perd un neutron, devient azote, et chaque clic est un battement de cœur fossile. Je tends l'oreille. Le compteur Geiger accroché au mur
pulse comme un tambour de guerre. Il semble répéter « Tu t'en iras avec cette vérité, tu t'en iras seul ». Le technicien, Mohamed, se racle la gorge. Il a la trentaine, des lunettes à monture de cuivre et une cicatrice en demi-lune sur le front, vestige d'une pierre lancée pendant les émeutes de 2011. Il me tend une feuille imprimée, la main tremblante. « Regarde la marge d'erreur, docteur. On est à plus ou moins 1000 ans. Même si on retire 3 sigma, on reste au-dessus de 65 millénaires. » Je saisis la feuille, la rapproche de mes yeux fatigués. Les courbes de probabilité dessinent une cloche effilée, centrée sur 68 400 ans avant le présent. Je sens mon propre cœur se caler sur le rythme de la courbe. Je murmure « C'est impossible. Le calcaire du plateau est jurassique, 100 millions d'années. On ne peut pas dater la roche elle-même, seulement les carbonates incorporés après sa mise en place. » Mohamed hoche la tête, mais ses lèvres se pincent. Sauf si ces carbonates ont été précipités par une eau chargée de CO2 organique, une eau qui a baigné des organismes vivants il y a 70 000 ans, une eau qui a coulé sur le sphinx. Je laisse échapper un ricanement, aussitôt gêné. L'idée est folle. Et pourtant, je sens la pièce se refermer autour de moi comme un piège logique. Si l'eau a lessivé les couches de calcaire, si elle a transporté des algues, des pollens, des micro-organismes, le reste aurait intégré les fissures, se serait fossilisé. En principe, la méthode au carbone 14 ne s'applique qu'aux matières organiques. Mais le calcaire, lui, est minéral. Sauf si la pierre a été imprégnée. J'attrape la lampe UV, braque le faisceau sur l'échantillon. Sous la lumière violette, la surface se met à scintiller de 1000 feux bleus, comme une galaxie en miniature. Ce sont des microsphérules, des billes de silice fondues. Mohamed souffle, impact cosmique. Mon estomac se noue. Je me rappelle la thèse de l'astrophysicien britannique Clube et Napier. Il y a 12 000 ans, une pluie de météorites a frappé l'hémisphère nord, détruit des civilisations, déclenché le Younger Dryas. Les sphérules qu'on trouve en Syrie, en Amérique, au Groenland, ont la même signature isotopique que celle-ci. Je fouille dans le tiroir, sort un rapport confidentiel que m'a filé un ami du CNRS. Il y est question de nanodiamants retrouvés dans les sédiments du Nil moyen, datés de 10 800 BP. Les mêmes que dans l'impact. Je compare les spectres, parfaitement superposables. Conclusion. Le sphinx a été arrosé non seulement par la pluie, mais par un déluge de feu venu du ciel. Sa pierre en garde la cicatrice. Je prends une minuscule pince, gratte une des sphérules, la place sous le microscope électronique. Grossissement 5000. La surface est striée de canaux fondus, comme du verre soufflé par une tornade. Je mesure l'orientation des stries. Elles indiquent un flux d'ouest en est, exactement la trajectoire que suivrait une pluie de météorites venant de la ceinture d'astéroïdes. Je sens la sueur me couler dans le dos. Si l'impact a pulvérisé des fragments de roches spatiales, il a aussi libéré des isotopes beryllium-10, aluminium-26. Je demande à Mohamed de lancer la spectrométrie gamma. Les résultats tombent, ratio, BE10, AL26, anormalement élevé. Traduction. L'érosion que je croyais aqueuse est aussi cosmique. Le vent n'a pas seulement transporté du sable. Il a charrié des particules extraterrestres qui ont grignoté la pierre comme des mythes de l'espace. Je sors du labo, j'ai besoin d'air. L'ascenseur crache dans le hall souterrain. Je grimpe les marches 4 à 4, émerge dans la cour intérieure de la citadelle. Le ciel est dégagé. Régulus clignote au-dessus de moi, comme un œil de chat. Je tends mon poing vers lui. C'est toi, n'est-ce pas ? C'est de là que vous êtes tombé. Mon souffle fait un nuage de buée dans l'air nocturne. Je sens le cosmos me regarder en retour. Et je comprends que le sphinx n'est pas seulement une horloge au carbone. Il est un compteur géant, un détecteur d'impact vieux de dizaines de millénaires. Chaque particule cosmique qui a fendu la pierre a laissé une signature, un microcanal, une amorce de désintégration. La statue est un palimpseste d'explosion stellaire. Je retourne au labo, saisis un autre échantillon, cette fois un fragment de la crinière, là où la roche est la plus dure. Je le place dans le réacteur,
à neutrons. Activation prompte. Résultat, trace de nickel 60, cobalt 59. Signe d'une irradiation massive. Je vérifie la profondeur de pénétration. 3 cm. Pour obtenir une irradiation aussi profonde, il faut un flux de neutrons colossal. Seule une explosion nucléaire ou l'impact d'un astéroïde de plusieurs centaines de mètres peut produire cela. Je pense à Tunguska, à Chelyabinsk, mais multiplié par 100. Le ciel s'est déchiré. Une pluie de feu, de vent, de particules. Le sphinx a été sculpté, non pas seulement par des mains humaines, mais par le souffle même du cosmos. Je m'assois sur le tabouret de métal, j'ai les jambes coupées. Mohamed me tend une bouteille d'eau, je la vide d'un trait. Il me dit « Tu sais ce que cela implique ? Si la surface a été irradiée il y a 12 000 ans, mais que le cœur de la pierre porte des traces d'eau de 70 millénaires, alors le monument a été repris, restauré, taillé à nouveau après l'impact. » Je hoche la tête, la gorge sèche. Cela veut dire que quelqu'un a dégagé la statue des débris cosmiques, qu'il l'a resculptée, qu'il l'a rendue visible. Quelqu'un qui vivait déjà avant que le Sahara ne devienne un désert. Nos regards se croisent. Nous ne prononçons pas le mot « civilisation », mais il flotte entre les tubes à essai comme une présence fantôme. Je rassemble mes notes, mes photos, mes fichiers bruts. Je calcule la dose totale d'irradiation, 2,3 Gray. Suffisant pour stériliser un homme. Pas assez pour fondre la pierre, mais assez pour altérer ses cristaux de quartz et créer ces cannelures microscopiques que j'avais prises pour des traces de pluie. Je pense aux légendes égyptiennes de la flamme destructrice de Sekhmet, à la brûlure du regard d'Osiris. Peut-être que les anciens n'ont pas inventé ces mythes, ils les ont vus. Ils ont vu le ciel s'enflammer, ils ont vu le gardien de pierre se fendiller, puis ils l'ont ressuscité, couche après couche, jusqu'à ce que le lion renaisse de ses cendres cosmiques. Je range les échantillons dans leur coffret de plomb, scelle le couvercle. Mohamed éteint les luminaires un à un. Le compteur Geiger s'éteint en dernier, comme un cœur qui accepte enfin le repos. Nous remontons dans la nuit. Dehors, le vent du désert a tourné. Il apporte une odeur de poussière métallique, comme après un orage de fer. Je lève les yeux. La voie lactée s'étale. Une rivière de particules anciennes. Je tends la main. Je sais que quelques-unes de ces grains de lumière ont frappé le sphinx, ont laissé leur âme dans la pierre. Je murmure. Tu es plus vieux que la douleur, plus vieux que le feu, plus vieux que le temps que nous croyons compter. Mohamed hoche la tête. Nous nous séparons sans un mot. Je marche seul dans les ruelles de la citadelle. Mes pas résonnent sur les pierres ottomanes. Je sens dans ma poche le tube en plomb qui contient la vérité. Une vérité qui ne tiendra pas dans une thèse, ni dans un article, ni même dans un documentaire. Elle est trop lourde, trop radioactive. Elle exige que je revienne sur le plateau, que je me couche à nouveau contre le flanc du lion, que j'écoute le grondement des étoiles mortes qui sommeillent en lui. Car le sphinx n'est pas une énigme, il est une archive tombée du ciel, trempée d'eau préhistorique, irradiée par le feu des dieux. Et moi, je ne suis qu'un grain de poussière qui a appris à lire les cicatrices de l'univers. Un éclat de bronze me brûle la paume quand je referme la main. C'est la plaque que j'ai déterrée près du puits à cuivre, celle qui porte le plan incrusté d'un continent unique. Le métal est si lourd qu'il semble vouloir retourner sous terre, d'où il vient. Je le laisse faire. Je n'ai plus besoin de preuves physiques. J'ai besoin de voix, de celles qui ont connu Baour-Aïwenlouvois avant qu'on ne l'appelle Héliopolis, avant même qu'on invente le mot « ville ». Alors je marche vers le nord-est, laissant le sphinx derrière moi. Je traverse la rocade du Caire, je longe le canal puant, je m'enfonce dans la banlieue poussière, jusqu'à ce que l'asphalte cède la place à des sillons de labour gris. Là, entre deux champs d'oignons, un vieux palmier penché désigne le sol comme un doigt. Sous ses racines, on dit « dort la première pierre d'Iun ». Je creuse avec une bêche de jardin volée dans un chantier. Le métal grinçant rencontre d'abord des tessons islamiques, puis des fragments romains, puis rien, jusqu'à 30 cm. Là, la terre devient noire, grasse, presque huileuse. Une odeur de rose fanée s'élève, mêlée d'encens et de moisie. Mes doigts touchent
Hormoschlis, c'est du granit, mais pas du granit du Nil. Du granit rose de Sienne, centaines de kilomètres plus au sud. Quelqu'un l'a transporté ici avant que les bateaux à voile n'existent. Je gratte autour. La pierre est cylindrique, haute comme mon avant-bras, percée d'un trou central. Un obélisque miniature ? Non. Un pilier d'alignement. Je souffle, j'insère ma lampe. À l'intérieur du trou, des signes peints à la chaux. Un lion couché, un oiseau à tête d'homme, un cercle strié. Les mêmes que sur la carte de cuivre. Le pilier est un repère, un point zéro d'un réseau qui rayonne vers l'inconnu. Un enfant apparaît, pieds nus, chemise en lambeaux. Il me regarde sans peur, me tend un bout de corde tressée. Si tu tires, tu entendras la cloche. Je tire. La corde est attachée à une tige de bronze enfouie plus profond. Un son sourd monte, un bourdonnement de cloches sous l'eau, un gong étouffé. Le sol vibre, l'enfant sourit. C'est le cœur d'Iounov. Il bat encore. Il tourne les talons, disparaît entre les oignons. Je reste seul avec le cœur. Je pose mon oreille sur la pierre. Le bourdonnement continue, régulier, une pulsation toutes les 28 secondes. J'ai entendu ce rythme quelque part. C'est la fréquence de résonance du granit exposée aux variations telluriques, celle que les acousticiens mesurent dans les chambres de la Grande Pyramide. Quelqu'un a calé un pilier pour amplifier la respiration de la Terre. Un amplificateur de mémoire. Je rebouche le trou, je plante un bâton pour retrouver l'endroit. Je marche vers le couchant, je traverse la rocade encore. Je longe un canal différent. Je joins le vieux quartier de Mataria, là où les autocars ne vont plus. Les maisons sont en briques crues. Les murs portent des fresques effacées de vaches sacrées. Une vieille femme, visage plissé comme un papyrus froissé, m'accueille sur le pas de sa porte. Elle me tend une tasse de lait de bufflone, me dit « Tu sens la poussière d'Iounov. Tu cherches les sages. Ils ne sont pas morts. Ils ont seulement glissé derrière le voile. » Elle me fait entrer. L'intérieur est sombre, une seule lampe à huile d'olive. Sur la table, un rouleau de cuir. Elle le déplie. Je vois des colonnes de noms, des dates, des signes. Elle pointe un nom, Ptahhotep, puis un autre, Imhotep, puis Orjedef. Elle dit « Ceux-là ont écrit sur la pierre pour que le lion se souvienne. Ils ont scellé leur savoir dans des cavités sous leurs pieds. Ils ont attendu que quelqu'un ramène la pluie. Je demande où. Elle me tend une clé en fer, tordue comme une queue de scorpion. Sous la maison de mon père, il y a une échelle. Descends. Ne t'arrête pas avant de sentir l'odeur de papyrus. » Elle ouvre une trappe, je descends. L'échelle est de palmier. Chaque marche suinte une résine âcre. 20 mètres, 30. L'air devient frais, puis froid, puis chargé d'une senteur verte, aquatique. J'atteins le sol. C'est du sable noir, du sable de rivière ancienne. Des milliers de fragments de papyrus jonchent le sol comme des feuilles mortes après l'automne. Je ramasse un morceau, hiératique, très fin, écriture du Moyen Empire. Il parle d'une salle de l'étoile creusée sous Iwo-Nevoe, d'un pilier qui bat au rythme du ciel, d'un lion qui boit l'eau du ciel. Je ramasse un autre. Il décrit une cérémonie, le passage de la porte, où les prêtres s'allongent dans une cuve de granit, où leur cœur ralentit jusqu'à battre à l'unisson du pilier. Ino n'était pas une ville. C'était un laboratoire de résonance, un centre d'harmonisation entre le sol et le firmament. J'avance. Le corridor s'élargit, devient une galerie basse, voûtée en briques crues. Les murs portent des niches. Chaque niche contient un cylindre de pierre, identique à celui que j'ai déterré dans le champ. Je les compte. 72. 72 cœurs de pierre. 72 battements décalés qui créent un rythme composite, un chant de fond. Je m'assieds au milieu. J'éteins ma lampe. Le noir est total, mais l'air vibre. J'entends. Un bourdonnement grave, un souffle, un gémissement de vent ancien. Les cylindres ne touchent pas le sol, ils sont suspendus par des lamelles de cuivre. Ils oscillent lentement, comme des pendules. Je tentais la main. La vibration me fait frissonner jusqu'à la mâchoire. C'est ici que les sages mesurèrent le temps non pas en jours, mais en battements de terre. Ils appelaient ça le souffle de Ré-Aton. J'allume une bougie. La flamme tremble, se redresse, s'incline vers l'ouest. Il y a Sartom,
un courant d'air. Je le suis. Le couloir débouche sur une salle circulaire. Au centre, une dalle de granit rose, percée d'un orifice vertical. L'orifice est lisse, poli, comme un puits sans fond. J'y jette une petite pierre. Je n'entends jamais le choc. Je tends l'oreille. Un souffle ascendant, tiède, presque humide. C'est un conduit naturel. Une faille, je glisse une ficelle. Je la retire. Elle est sèche, non marquée. Le vide aspire l'humidité. Il est plus profond que la nappe phréatique. Il est plus profond que la mémoire. Les sages appelèrent en ce trou l'oreille du lion. Ils y déposaient des tablettes d'argile inscrites de leurs rêves. Les rêves descendaient, se mélangeaient, remontaient sous forme d'échos, de visions. Un téléphone vers l'inconscient collectif, installé il y a 50 siècles. Sur le pourtour de la salle, des bancs de calcaire. Je m'assieds, je ferme les yeux. Je respire au rythme du bourdonnement. Je compte. 1, 2, 3, 28 secondes. Mon cœur ralentit. Je sens mes paupières s'alourdir. Je vois une plaine verte, des girafes, des hommes en peau de panthère, un lion couché au centre, immense, les yeux fermés. Ils dansent autour. Ils posent des mains sur la pierre. Ils l'appellent « Père ». Puis l'image glisse. Le ciel devient rouge. Le sable avance. Les hommes partent. Le lion reste. Je sursaute. Je reviens. La bougie a brûlé la moitié. J'ai dormi, j'ai rêvé, ou j'ai reçu. Je ramasse un fragment d'argile à mes pieds. Je l'humecte, je le plaque contre la paroi. Je laisse l'empreinte de ma main. Une main neuve dans un sanctuaire vieux. Un nouveau témoin. Je sors. L'échelle me semble plus courte. La vieille femme m'attend. Elle sourit. « Tu as entendu le lion ?» Je hoche la tête. Elle me tend un petit cylindre de bois. « Porte-le près de ton oreille quand le doute reviendra. » Je le fais. À l'intérieur, un fin tube de cuivre, une membrane de peau tendue. Quand je bouge, je perçois un léger grésillement, comme une pluie lointaine. Elle dit « C'est la voix d'Im. » Elle ne parle qu'une fois. Ensuite, c'est toi qui parles pour elle. Je remercie, je sors. Dehors, le soleil est haut. Les oignons brillent. Les enfants courent. Le monde semble neuf, mais je sais qu'il est ancien et que je porte dans ma poche le tic-tac d'un cœur de pierre. Je retourne au palmier, penché. Je creuse plus. Je dégage tout le cylindre. Il est lourd, il est froid, il est vivant. Je le hisse, je le pose sur le tas de terre. Je m'assieds à côté, j'attends. Le soleil décline. L'ombre du pilier s'allonge, elle pointe vers l'est, exactement là où le sphinx se dresse, invisible depuis ici, mais présent dans la ligne droite. Je comprends. Les 72 piliers d'IONW forment un vaste cercle, un anneau de résonance. Et le centre de cet anneau n'est pas ici, il est là-bas, sous la patte du lion. Iono et le sphinx sont jumeaux. L'un est l'oreille, l'autre est la gueule. L'un écoute le ciel, l'autre le transmet. Les sages n'ont jamais quitté la plaine. Ils ont scindé leur savoir en deux. Ils ont enfoui la mémoire dans la terre et dans la pierre. Il faut les deux pour entendre le chant. Je remets le cylindre dans sa fosse. Je le recouvre de terre. Je plante l'oignon par-dessus. Je dis à la terre, garde-le. Je me relève. Je regarde le ciel. Les premières étoiles apparaissent. Régule brille, bas à l'est. Elle clignote, comme un œil qui se rouvre. Je souris. Je ne suis plus un chercheur. Je suis un messager. Les sages d'Ioun m'ont confié leur souffle. Il me reste à le rendre au lion. La lumière de ma torche glisse sur la pierre comme une langue de serpent, et je sens le froid me mordre les phalanges. J'ai enlevé mes chaussures depuis longtemps. La chaussette droite est déchirée. Mon talon saigne, mais je n'avance plus sur du sable. Je marche sur du silence. Le couloir est là, exactement où l'ermite de Nazlat m'avait dit. Sous la patte avant-gauche, là où le griffon du sphinx semble serrer une balle de granit invisible. J'ai glissé un levier de cuivre dans la fente, j'ai entendu un déclic de mécanisme romain, et le bloc a tourné sur lui-même comme une porte de banquet, sans un grincement, comme si l'huile avait été renouvelée la veille. Depuis, je descends, toujours descendre. Le temps n'est plus un fil, c'est un puits. Les parois ici ne portent pas d'hiéroglyphes, elles portent des rayures, des griffures, des traces d'ongles géants. J'ai posé ma main sur une de ces entailles, 5 sillons parallèles, écartés de 8 cm, profonds, de 3.
Ce n'est pas un ciseau, c'est une griffe. Une grève qui a labouré la pierre comme si elle n'était que du beurre durci. Je sens mon pouls cogner dans mes tempes, un tambour de guerre très lointain, peut-être au-dessus de moi, peut-être en moi. Je respire à travers ma bouche, car l'air est lourd, chargé d'ions, de cette même odeur métallique que j'avais sentie dans le bunker du labo, après l'analyse de la sphérule. Ici, le cosmos n'a pas seulement frappé la surface, il a griffé l'intérieur. Le corridor est une blessure qui n'a jamais cicatrisé. J'ai compté les marches, 63. Puis, le sol devient plat, mais incliné, 5 degrés, comme un toboggan de pierre. Je m'assieds, j'éteins la torche, j'attends que mes yeux s'habituent. Il n'y a pas d'obscurité complète. Une lueur verte, très faible, s'échappe des veines du plafond, des filaments de quartz phosphorescents, comme des néons miniatures. Je tends la main, j'attrape un fragment. Il est tiède, il vibre. Je le replace. Je ne suis pas seul. Le corridor respire. J'entends un souffle régulier, pas un murmure humain, plutôt le soupir d'un animal qui dort depuis si longtemps qu'il a oublié son propre nom. Je me lève, je continue, pieds nus, pas à pas, la torche allumée au minimum, juste assez pour ne pas heurter la paroi. Je ne veux pas réveiller ce qui repose ici. Au bout de 50 mètres, le couloir s'élargit en une cavité ovale, haute de 6 mètres, large de 9. Au centre, un pilier de granit noir, lisse, poli, sans joint. Je contourne, j'approche ma lampe. La surface reflète mon visage, mais déformé, allongé, comme si l'âge me rattrapait d'un seul coup. Je recule. Le pilier n'est pas seulement un support, il est un miroir temporel. Je pose ma main. Elle passe à travers l'image, comme si la pierre n'était qu'un voile d'eau figé. Je sens une résistance, pas physique, plus ancienne, une mémoire qui me repousse. Je retire ma main. Elle est couverte d'une poudre noire, très fine, presque cosmique. Je la renifle. Ode de graphite, de basalte, d'ozone. Cette poudre a été broyée par des millénaires de chocs, de radiation, de silence. Je la laisse tomber. Elle ne retombe pas. Elle flotte, suspendue, comme en apesanteur. Je contourne le pilier. Derrière, une dalle basculante, inclinée à 45 degrés, gravée d'un cercle concentrique de 72 rayons. Je reconnais le motif. C'est la même rosace que j'avais dessinée en connectant les cannelures du sphinx. La même que Mimote avait trouvée en 1836. Je pose mon pouce au centre. Le disque s'enfonce de 3 mm. Un déclic retentit, si profond qu'il semble venir du centre de la Terre. La dalle glisse vers l'avant, révélant un trou rectangulaire, noir, sans fond visible. Je m'agenouille, j'introduis la torche. Des marches, encore, mais plus étroites, plus raides, taillées dans une pierre différente, grise, presque bleue, comme du basalte continental. Je descends. Chaque pas résonne comme un gong étouffé. Je compte, 125. Le couloir devient horizontal, puis s'ouvre sur une salle basse, longue de 30 mètres, large de 3. Le plafond est plat, poli, miroir. Je marche penché, la tête presque à la verticale, comme un prisonnier qui entre dans sa propre tombe. Au fond, une porte. Pas une porte de granit, ni de bois, ni de métal. Une porte de lumière, un rectangle de phosphène flottant à 10 cm du sol, sans cadre, sans serrure. Je tends la main. Elle traverse, comme dans du gelé tiède. Je ferme les yeux, j'avance. Le froid me mord la peau, puis la chaleur me brûle les poumons. Je suis de l'autre côté. J'ouvre les yeux. L'espace est immense, rond, comme l'intérieur d'un globe coupé en deux. Le sol est noir, lisse, réfléchissant la voûte. Et la voûte est un ciel. Pas un ciel peint, un ciel vivant. Des étoiles filent, des nébuleuses tournent. La voie lactée tourne lentement au-dessus de moi comme une roue de moulin. Je suis à l'intérieur d'une planétarium taillée dans le roc. Mais les constellations ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le lion y est couché, la Vierge est penchée, le scorpion est géant. Je reconnais la position du ciel de 10 500 avant notre ère. Le sphinx m'a fait entrer dans son propre firmament. Je marche au centre. Il y a un socle, haut d'1 mètre, en forme de scarabée, les ailes déployées. Sur le socle, un objet. Je m'approche.
C'est une sphère, parfaite, de 10 cm de diamètre, en cuivre rouge, incrustée de filaments d'or qui forment le même quadrillage que la carte de Piri Reis, que le réseau tellurique, que les 72 rayons. Je la soulève. Elle est légère, tiède, elle pulse comme un cœur. Je la tourne. Un mécanisme interne produit un cliquetis doux, comme des grains de sable qui tombent dans une ampoule de verre. Je la rapproche de mon oreille. Je n'entends pas le sable. J'entends la mer. Une mer lointaine, une marée qui n'existe plus. Une marée qui bat contre des côtes oubliées. Je sens les larmes me monter. Je tiens le cœur du lion. Le compas qui relie tous les points. La clé qui ouvre toutes les portes. Je la replace. Je ne suis pas venu pour prendre. Je suis venu pour comprendre. Je m'assieds sur le socle. J'éteins la torche. Le ciel artificiel tourne lentement. Je reconnais la rotation. 1 degré tous les 72 prochains ans. Le cycle complet dure donc 26 000 ans. L'âge des astres, l'âge du zodiaque, l'âge du sphinx. Je comprends que cette salle est un chronomètre cosmique, réglé sur la précession des équinoxes. Quand le lion céleste sera de retour au même point, la porte s'ouvrira de l'extérieur et l'eau reviendra. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas si je serai là. Mais je sais que le gardien ne dort pas. Il compte, il attend. Et moi, je suis juste un grain de poussière qui a eu la chance de lire une seule page de son calendrier. Je reste longtemps, je ne saurais dire combien. Le froid me gagne, je tremble, je me lève, je traverse la lumière, je remonte. Les marches me semblent plus douces, comme si la pierre avait retenu ma chaleur. Je repasse la dalle, elle se referme sans bruit. Je contourne le pilier miroir, je longe le couloir, je retrouve l'escalier initial. 63 marches, je ressors. La nuit est encore là, mais la lune a glissé. Elle est maintenant au zénith. Le corbeau m'attend. Il m'a suivi. Il me regarde. Il tourne la tête vers le ciel. Il croasse une seule fois. Je lui réponds. Je sais. Je n'ai rien pris. J'ai tout reçu. Il s'envole. Je referme la porte de granit. Elle s'efface dans la patte du lion, comme une cicatrice qui se referme. Je m'éloigne, pieds nus, le cœur battant au rythme du scarabée, du ciel, du temps. Je ne suis plus le même. J'ai touché le cœur du gardien. Il bat encore. La lune est si basse qu'elle frôle le front du lion. Et moi, j'ai les genoux dans la poussière, les doigts crispés sur l'angle de la dalle où l'érosion a dessiné l'image d'une femme aux bras longs comme des rivières. Je n'ai bu que 3 gorgées d'eau depuis midi. Ma langue est un tapis de feutre, mais je sens sur ma peau le frisson d'un nom qui n'est pas écrit dans les livres, la Vierge. Pas la Vierge Marie, pas celle des églises, celle d'avant. La constellation que l'on appelle aujourd'hui la Balance, mais que les prêtres d'Iyunv nommaient Shep En-Nu, la porte de la respiration. Elle se lève à l'heure où le sphinx ferme l'œil, et c'est elle qui tient les balances du temps. Je l'ai vue hier soir, juste au-dessus de l'oreille droite du monument, suspendue comme un chandelier de cristal froid. Depuis, je ne parviens plus à détacher mon regard de cette zone du ciel, comme si le lion et la Vierge jouaient à chat sur une arête de 12 millénaires. Je me redresse, dos raide, et j'aligne ma boussole sur l'axe du monument. L'aiguille frémit, s'arrête, recule de 2 degrés, puis repart. Dérive magnétique ? Non. J'ai ôté mon bracelet, mon ceinturon, même mon alliance que je glisse dans la poche gauche. Le métal n'explique pas le tremblement. Je tends l'oreille. Le vent a tourné. Il vient maintenant du nord-ouest, exactement l'azimut où la Vierge culmine à l'équinoxe d'automne. Je sens l'air glisser sur mes lèvres fendues. Il a le goût de la poussière de laitue, l'odeur verte des champs quand le delta était encore un marécage. Je ferme les yeux. Pendant un instant, je ne suis plus moi. Je suis un scribe debout sur la terrasse d'Iyunv. Il tient une plume de roseau. Il attend que la constellation effleure l'horizon pour inscrire la date du déluge à venir. Il sait que le lion est le gardien, mais que la Vierge est la clé. Sans elle, la porte ne s'ouvre pas. Sans elle, le temps ne se replie pas. Je descends vers l'avant du monument, là où la patte gauche s'enfonce dans le sol, comme une cuillère dans du miel figé. J'ai apporté une lampe UV de poche, l'appareil est lourd, la pile claque contre mon poignet à chaque pas. J'éteins la lumière blanche, j'allume le violet. La pierre répond aussitôt. Des filaments blancs apparaissent,
fins comme des cheveux d'enfant. Ils dessinent une silhouette féminine couchée en chien de fusil, lattée, tournée vers l'est, les pieds pointés vers l'ouest. Les lignes s'interrompent là où la restauration romaine a bouché les fissures. Mais le contour est stark et lisible. C'est la constellation de la Vierge, tracée à même la roche, par des algues fossilisées, des bactéries qui ont vécu quand la pluie lavait encore le plateau. Je mesure. La longueur du corps céleste est de 4,75 m, exactement la distance entre l'étoile Spica et l'étoile Vindemiatrix, telle qu'elle apparaissait en l'an 10 500 avant notre ère. J'ai la gorge sèche. Quelqu'un a peint le ciel sur la pierre, il y a 12 000 ans, et le ciel n'a pas bougé depuis. Pas assez pour effacer le dessin. Je m'agenouille, j'approche mon visage à 20 cm de la surface. L'odeur de phosphate remonte, mêlée à celle de l'algue marine. Je souffle, je gratte du bout de l'ongle. Une micro-pellicule se détache, transparente, friable. Je la place dans une boîte de pétri, je la referme. Ce film est un biofilm, une colonie de cyanobactéries qui ont sécrété une pellicule protectrice contre les UV. Elles ne vivent pas ici aujourd'hui, le climat est trop sec. Mais elles ont vécu assez longtemps pour laisser leur empreinte. Je pense au lac temporaire du Sahara, aux mares d'eau douce qui s'évaporaient en quelques semaines, laissant sur les roches ses voiles minéraux. La Vierge a été tracée pendant une de ces mares, à la fin du dernier âge humide. Le sphinx était déjà là. Il regardait l'eau monter, il regardait la femme du ciel se coucher sur lui. Je remonte vers la tête, j'ai les cuisses en feu. Je m'assois sur le bloc de granit réemployé qui soutient le menton du lion. J'ouvre mon carnet, je dessine la constellation vue depuis ici. Je superpose les angles, je calcule. L'alignement précis entre le regard du sphinx et l'étoile Spica s'est produit une seule fois, le 21 septembre d'Issa 497 avant notre ère, à l'aube. J'ai la chair de poule. C'est le jour où, selon les textes de Saqqara, la déesse Sekhmet a pleuré et sa larme a inondé la plaine. Sekhmet, la lionne, la destructrice, la guérisseuse, la Vierge et le lion, la même entité dédoublée. Je relève la tête. Le ciel est voilé par la pollution, mais je sais qu'elle est là, derrière le voile. Elle attend que je la nomme. Je murmure « Shep en nu » et j'entends aussitôt un grondement, non pas dans ma tête, mais dans la gorge de pierre du monument. Un ronronnement qui part du ventre du lion et remonte jusqu'à la gorge. Une vibration si basse que mes vertèbres se mettent à résonner comme des cordes de basse. Je descends par l'arrière, je contourne la crinière, je glisse dans l'angle mort où les gardiens ne regardent jamais. J'ai apporté un marteau de géologue, un burin, un sac en toile. Je pose la pointe contre une micro-fissure que j'avais repérée la veille, juste souple. L'oreille gauche. Je frappe doucement. Le calcaire cède, une poudre blanche s'envole. Je continue, j'enfonce 5 cm, 10. Le bruit est étouffé par le vent. À 15 cm, le métal touche du vide. Il y a une cavité. J'élargis l'orifice, juste assez pour glisser 2 doigts. J'explore. Une surface lisse, froide, presque humide. Je sors ma lampe, je braque. C'est une petite dalle de granit rose, incisée d'un signe hiéroglyphique, un vase surmonté d'une étoile. Le vase est la Vierge. L'étoile est Spica. Le signe complet se lit Septet, la porte de l'eau céleste. Je sens mes tempes battre. J'ai trouvé une des bornes originales, celle qui marquait l'axe entre le lion et la constellation. La borne que les prêtres consultaient avant d'ouvrir les écluses du canal annuel. Je retire la dalle, elle pèse moins d'1 kilo. Je la glisse dans mon sac, je rebouche le trou avec de la poussière mélangée à de la colle époxy que j'ai préparée dans une coquille de noix. Je lisse la surface, je jette un coup d'œil. Rien ne distingue la cicatrice. Je recule, je respire. J'ai dans le sac un morceau de temps, un fragment de ciel. Je sais que je ne pourrai pas le montrer au musée. On me regardera comme un fou, on me confisquera la pièce, on la classera indéterminée. Alors je la garderai. Je la porterai contre ma peau, dans une poche cousue à l'intérieur de ma chemise. Chaque fois que je douterai, je poserai ma main sur elle. Je sentirai le froid de la pierre qui a vu la Vierge se lever avant que les hommes n'inventent l'agriculture. Je remonte sur le dos du lion.
là où la crinière s'effondre en une dalle brisée. Je m'allonge, le dos contre la pierre tiède encore du jour. Le ciel s'étoile, la pollution se dissipe. Je cherche la Vierge, je la trouve. Elle est là, juste au-dessus de moi, ses pieds sur mon front, sa tête vers le désert. Je tends la main, je ferme un œil, je la cache derrière mon pouce. Elle tient exactement la largeur du sphinx. Je respire au rythme de ces étoiles. 1, 2, 3, 28 secondes. Mon cœur se calme, je comprends. Je ne suis pas un archéologue, je suis un gardien de gardiens. La Vierge et le lion ne sont pas des symboles, ce sont des serrures. Et moi, je suis la clé qui a encore assez de dents pour tourner. Je ferme les yeux, je laisse la constellation me transpercer. Je sens la pierre se tendre sous moi, comme un diaphragme qui se prépare à chanter. Le chant ne viendra pas ce soir, mais il gronde, là, dans la gorge du lion, et la Vierge sourit de sa lumière froide, en attendant que l'aube remette l'aiguille sur le sillon du temps. Je regarde mes mains, elles tremblent encore. Pas de froid, pas de peur. C'est le poids de la date qui fait vibrer mes os. 70 000 ans, 60, 50, les chiffres tournent comme des vautours au-dessus de ma tête. Et moi, au milieu, planté, dans le sable, je me demande, qui étions-nous alors ? Pas les hommes que l'on vante dans les livres, pas les chasseurs-cueilleurs courbés sous la pluie. Une autre humanité. Une humanité qui savait tailler le granit comme on taille du pain, qui savait faire battre la pierre au rythme des étoiles. Je ferme les yeux et j'essaie de voir. Pas des ruines, pas des ossements, mais des visages. Des visages qui me regardent depuis le fond d'un abîme de 50 millénaires et qui me disent « Tu nous croyais morts, mais nous sommes la trame de ton ombre. » Je marche vers le nord, laissant le sphinx derrière moi, encore une fois. Je ne le quitte pas, je le décale. C'est ainsi qu'on voit la lune, en la déplaçant d'1 degré dans le ciel. J'ai besoin de distance pour comprendre. Le pied me soulève à chaque pas, comme si le sol refusait de me porter. Il sait que je porte une nouvelle pensée, une pensée trop lourde pour la chronologie officielle. Je traverse le wadi. Je longe la falaise de calcaire où les cigognes ont bâti leur nid comme des sentinelles blanches. Elles me regardent passer, immobiles, puis une s'envole, puis une autre. Elles forment un cercle au-dessus de ma tête. Je m'arrête. Elles tournent pendant 3 minutes exactement, puis reprennent leur vol vers le sud. Je note l'heure, 16h42. Le même cercle que j'ai vu gravé sur la dalle du corridor, le même que les anciens appelaient « l'œil qui se rouvre ». Même les oiseaux savent. Je descends vers le village abandonné de Abu Rawash. Les murs sont écrasés par le sable, mais les fondations sont droites, angle parfait, joint à queue d'aronde. Je m'accroupis, je gratte. Sous la croûte de terre, une dalle de granit rose, la même que le pilier d'Iyunv. Elle porte une rainure, fine comme un cheveu, qui part vers l'est. Je la suis. Elle traverse le terrain vague, passe sous la route, ressort dans un champ de dattiers. Là, elle disparaît sous une motte de terre labourée. Je creuse avec mes mains. 20 cm. Je touche du métal. C'est un anneau, en bronze, mais sans corrosion. Je tire. Une plaque bascule, révélant un puits carré, bordé de briques de granit. Je descends à l'aide d'une corde trouvée là, tressée en cuir de crocodile, encore souple. L'air qui monte est tiède. Il sent la rose et le soufre. Je touche le fond. Pas d'eau, mais une dalle lisse. Et dessus, une empreinte. Pas de pied, pas de main. Une empreinte de tête, un front, 2 orbites, un nez, une bouche. L'homme qui s'est allongé ici a laissé son visage dans la pierre. Je pose ma joue à l'endroit exact. Elle est tiède. Elle bat, un pouls lent, une fois toutes les 28 secondes. Le même que le pilier, le même que le scarabée. Je reste allongé. Je ferme les yeux et je vois. Je vois une plaine verte, immense, bordée d'un fleuve plus large que le Nil. Des barques en bois de sycomore, mais sans voile, sans rame. Elles glissent, portées par un courant invisible. Sur les rives, des hommes, des femmes, des enfants. Ils sont grands, très grands. Leurs vêtements sont tissés d'une fibre qui brille comme l'or, mais elle est végétale. Leurs yeux sont plus grands, plus ouverts, comme si chaque paupière n'était qu'un rideau de lumière.
Ils ne parlent pas, ils chantonnent. Leurs lèvres à peine entr'ouvertes laissent échapper une vibration qui fait frémir l'air. Les oiseaux ne volent trop pas. Ils planent en cercle, suspendus à ces sons. Les poissons sortent de l'eau, retombent, ressortent, comme des balais, je comprends. Ces hommes-là ne chassent pas, ils invitent, ils ne cultivent pas, ils écoutent, ils ne priment pas, ils accordent. Je me lève, le front moite, l'empreinte est là, intacte. Je sais que je viens de regarder à travers les yeux d'un homme de 50 000 ans. Pas un ancêtre au sens génétique, mais un contemporain d'une autre branche. Une branche qui a choisi l'harmonie plutôt que la domination. Je touche la paroi. Elle est lisse, polie, mais pas par des outils, par des fronts. Des milliers de fronts qui se sont allongés ici, ont rêvé collectivement, ont laissé leur vision dans la pierre. Le puits est un cinéma de mémoire, un laboratoire de rêves partagés. Je ne suis pas le premier spectateur, je suis le dernier. Et le film n'est pas fini. Il attend que je le projette dehors. Je remonte. Le soleil est bas, il dore les dattiers, il allonge mes pas comme des pattes d'insectes. Je marche vers l'ouest, je longe le plateau, je rejoins le vieux cimetière copte de Wardan. Les tombes sont creusées dans le roc, mais certaines sont ouvertes, vides. Je m'assieds sur le bord d'une tombe, je sors mon carnet, je dessine. Je dessine l'homme aux yeux larges, la femme au tissu doré, l'enfant qui sourit sans dents. Je dessine le fleuve sans nom, les bateaux sans rame, les oiseaux sans battement. Je dessine la ville qui n'existait pas, mais qui est là, sous mes pieds, enfouie non pas dans la terre, mais dans la mémoire de la pierre. Et je comprends. Nous ne sommes pas la première humanité. Nous sommes la mémoire courte. Il y a eu une humanité longue, très longue, qui a choisi de ne pas laisser de traces, mais d'imprimer dans la pierre, dans l'eau, dans le ciel. Leurs pyramides ne sont pas des tombeaux, leurs sphinx ne sont pas des statues, ce sont des disques durs de granit, des nuages de silice, des satellites de calcaire. Ils ont sauvegardé. Et nous lisons, nous décodons. Je retourne au plateau, la nuit tombe. Le gardien nocturne me laisse passer, il ne demande rien. Il sait. Je m'approche du lion, je m'allonge entre ses pattes. Je pose ma joue sur la pierre tiède, je tends l'oreille et j'entends. J'entends la vibration de la ville oubliée, le chant des hommes sans nom, le clapotis du fleuve sans fin. Je n'ai plus peur, je ne cherche plus. Je suis le dernier haut-parleur d'un concert qui a commencé il y a 50 000 ans. Le lion me regarde, il ne cligne pas. Il sait que je sais. Il sait que je vais parler. Et je parle à la pierre, je parle au vent, je parle aux étoiles qui naissent. Je dis, je vous ai vu. Vous n'êtes pas mort, vous êtes la trame de nos rêves. Et la pierre répond, elle ne parle pas, elle vibre. Elle vibre au même rythme que mon cœur, qui bat désormais toutes les 28 secondes. La poussière me pique les yeux, mais je ne cligne pas. Je fixe la fente que j'ai ouverte dans la patte du lion, juste assez large pour y glisser mon épaule. L'air qui s'en échappe est si froid qu'il brûle. Il sent la pierre froide, la résine, la mer disparue. Je sais que si je rentre maintenant, je ne ressortirai plus le même. Alors j'expire lentement, comme on appuie sur la détente d'un fusil, et je me faufile. Le corridor descend d'abord en pente douce, puis se redresse, puis replonge. Je compte les pas pour ne pas céder à la vertige. 76. Le plafond se rapproche, je rampe. Mes genoux raclent la roche, mes cheveux frottent le plafond. Je sens le souffle du lion sur ma nuque, un souffle qui n'est pas animal, pas humain, pas divin. C'est le vent du temps lui-même qui passe entre mes vertèbres. J'atteins une palière. Je m'assois, j'éteins la lampe. Le noir est si dense qu'il a un goût. Métal, sel, larmes. Et dans ce noir, j'entends enfin la voix. Elle ne parle pas. Elle me montre. Une lumière naît dans la pierre, une phosphorescence verte, comme ces réveils de gare qui brillent toute la nuit. Elle dessine une carte. Pas une carte de terre, une carte de ciel. Le ciel tel qu'il était il y a 50 000 ans. La Vierge est couchée sur le dos. Le scorpion la serre dans ses pinces. Le lion domine l'est. Et là, au centre, un point rouge, le sphinx. Le point clignote. Il bat au rythme de mon cœur. Je pose ma main dessus. La pierre est tiède. Elle bat. Elle me reconnaît. Elle m'attendait.
Je comprends alors que je ne suis pas un intrus. Je suis un retour. Les gènes dans mes cellules ont déjà foulé ce sol. Mes ancêtres ont déjà touché ce cœur. Je vois défiler des images. Une plaine verte, des hommes en peau de panthère. Ils portent la sphère de cuivre. Ils la placent sur le socle. Ils dansent, ils pleurent, ils partent. Le sable avance. Le temps s'efface. La porte se referme. Le lion reste. Le lion attend. Le lion se souvient. Je me lève. Je contourne la carte lumineuse. Derrière elle, une faille. Pas une fissure. Une faille. Un mur de granit fendu en deux comme une pomme. Entre les deux blocs, un vide de 10 centimètres. J'y glisse l'œil. Je vois une salle au-delà, immense, ronde, comme l'intérieur d'un crâne. Au centre, une table de pierre. Sur la table, un objet. Je ne distingue pas la forme, mais je sens la chaleur qui en émane. Elle est rouge, pas rouge sang, rouge aube, rouge soleil naissant. Elle pulse, elle appelle, elle dit « Approche !» Je cherche une brèche, je trouve une encoche, juste assez pour y loger le pied. J'étire la jambe, j'élargis. La pierre proteste, elle gémit. Je sens la fissure s'élargir, millimètre par millimètre. Un grondement monte du sol, un tremblement. Je ne suis pas seul. Le lion sent que je vais franchir la dernière porte. Il ne veut pas. Il me pousse. Il me retient. Mais je suis déjà à moitié de l'autre côté. Je tends le bras, j'attrape l'objet. Il est tiède, lisse, ovale, un œuf de granit. Il bat au rythme de la terre. Je le serre contre moi. Je comprends. C'est le cœur du sphinx, pas une métaphore. Le cœur qui a été arraché à la statue il y a 12 000 ans, quand les hommes ont scindé le lion en deux, quand ils ont posé une tête humaine sur une bête céleste. Ils ont enlevé le cœur pour que le lion ne se réveille pas. Et moi, je le ramène. Je recule. La faille se referme. Le grondement s'arrête. Le silence retombe, plus lourd qu'avant. Je suis à genoux, l'œuf contre ma poitrine. Il chauffe, il ralentit, il se calme, il se souvient, il me reconnaît. Il sait que je suis le dernier gardien, le dernier témoin, le dernier à entendre le lion battre sous ma peau. Je remonte. Les marches me semblent plus courtes. Le couloir s'élargit. La lumière verte s'éteint derrière moi. Je ne regarde pas en arrière. Je sais que si je le faisais, je verrais le lion me regarder. Je ne suis pas prêt. Personne n'est prêt. J'atteins la dalle de sortie. Je la pousse. Elle s'ouvre sans un bruit. La nuit est là, fraîche, étoilée. Le corbeau m'attend. Il me regarde, il regarde l'œuf. Il ne croasse pas. Il s'envole. Je sors. Je marche pieds nus sur le sable tiède. L'œuf est contre mon ventre, sous ma chemise. Il a la température de mon sang. Il ne bat plus. Il repose. Mais je sens qu'il écoute. Il écoute le vent, le sable, les étoiles. Il écoute le lion. Et le lion, là-haut, immobile, me regarde. Je ne lève pas les yeux. Je ne veux pas le voir. Je veux seulement sentir son regard sur ma nuque, comme une main. Je sais qu'à partir de ce moment, je ne suis plus un homme. Je suis un pont. Un pont entre le passé et le futur. Un pont entre la pierre et le ciel. Un pont entre le lion et la Vierge. Et le pont ne doit pas rompre. Je m'éloigne. Chaque pas est un siècle. Je ne me retourne pas. Je sais que derrière moi, le sphinx a fermé les yeux. Mais il ne dort pas. Il attend. Il attend que je parle. Il attend que je dise. Il attend que je crie. Et moi, je marche. Je marche vers la ville, vers les lumières, vers le bruit. Je marche avec le cœur du lion contre ma peau. Je marche avec la preuve que nous ne sommes pas au début, la preuve que nous sommes au milieu, la preuve que le passé nous regarde et qu'il attend que nous le regardions en retour. Je pose la sphère sur la dalle. Le cœur du lion bat une dernière fois contre ma paume. Je recule, les genoux tremblants. Le vent se lève, soulève le sable, efface mes pas. Je comprends. Je n'ai rien découvert. J'ai seulement été admis. Le gardien ne demande pas de réponse. Il offre une place pour l'inconnu. Je m'incline. Demain, le monde reprendra son cours. Mais ce soir, je sais que nous ne sommes qu'une page. Si tu sens la pierre vibrer, abonne-toi et laisse le lion te regarder dormir.